Fait stylé, non, le noir comme ça, là, non? Bon, en vrai, c'est pas du tout noir sur les côtés, donc tu vois, quand je passe ma main comme ça ne se voit pas du tout. Salut tout le monde, aujourd'hui, on va parler de la traduction par le Discord réfractaire d'un document absolument indispensable pour comprendre l'affaire Assange. Ce document permet de comprendre cet événement bien particulier dans l'histoire de Wikileaks, où il y a eu une fuite qui n'a pas été maîtrisée, et ce moment particulier-là sert encore aujourd'hui de justification aux États-Unis pour demander l'extradition de Julian Assange. C'est d'ailleurs un des très rares arguments qui leur reste. Bon, le document qu'on a traduit, c'est 1h30 d'accent australien et 1h30 d'accent états-unien. Il y a beaucoup de blanc, enfin c'est pas très intéressant de vous l'envoyer comme ça. Ce qu'on va plutôt faire ici, c'est vous expliquer un peu tout le contexte autour qui explique ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé et comment ça se fait que chez Wikileaks il y a eu une fuite un peu nulle comme ça. Et puis voilà, si tu veux retrouver le document, il est en description, et nous, on va se raconter cette histoire. Cette histoire, on va la faire commencer début 2010. À ce moment-là, Assange est un porte-parole d'un petit média atypique nommé Wikileaks. L'idée du site, c'est de permettre à des lanceurs d'alerte de faire fuiter des documents de manière totalement anonyme, qui seront ensuite analysés, authentifiés et publiés par les journalistes de Wikileaks. Je dis petit parce que à l'époque, pas grand monde connaissait Wikileaks en fait. Pas grand monde, et encore moins Julian Assange. Tout simplement parce que, à l'époque, ils n'avaient pas fait de grandes révélations, ils n'avaient pas eu accès à des documents incroyables. Sauf que cette année-là, en 2010, Julian Assange est derrière son ordinateur, et là, il se rend compte de quelque chose d'assez incroyable. Plusieurs personnes le contactent, dont une personne qui s'appelle Bradley Manning. Et en quelques mois, notre Assange se retrouve avec des milliers de documents concernant la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan et la diplomatie états-unienne. Il s'agit à ce moment-là tout simplement de la plus grande fuite de documents de l'histoire, et bien sûr ça concerne l'empire états-unien, ses mensonges, ses crimes et ses contradictions. D'un côté, Julian Assange reçoit des documents de lanceurs d'alerte. Et s'il veut honorer leur courage, il faut qu'il publie ces documents. Et de l'autre côté, ça demande un travail colossal. Il faut les trier, les anonymiser, les authentifier, il faut un énorme travail de journalisme, et évidemment, il n'est pas capable de le faire tout seul. Wikileaks décide donc de se rapprocher de médias comme le Guardian, comme le Washington Post, ou encore comme Le Monde en France. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que il y a dans les rédactions même des journaux de milliardaires, des journalistes sérieux qui acceptent de jouer le rôle, qui ont des compétences et qui font des liens de confiance avec Assange. Encore aujourd'hui, même si l'oligarchie a évidemment salopé le terrain, il y a quand même quelques personnes qui font le boulot malgré tout et qui font notre fierté. Et surtout, avant l'affaire Wikileaks, tu n'avais pas de jurisprudence Assange qui dit qu'un journaliste ne doit pas contraindre les intérêts impérieux des États-Unis. Donc à l'époque, les journalistes se disaient on est libre d'informer les gens. C'est juste qu'on le fait pas, mais là on a l'occasion de le faire. Julian Assange, il a l'air sympa, il a des documents incroyables, donc on va le faire. Pourquoi ? On est libre d'informer comme on veut les gens qui ont le droit à avoir la connaissance de l'information. Il n'y a pas de souci, on est journaliste, qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Mais évidemment, pour faire ça, il a fallu transformer totalement la méthode de travail de Wikileaks. C'est-à-dire que là, les documents, ils devaient circuler entre les différents journalistes, et même les documents bruts qui n'étaient pas authentifiés, parce que justement, le travail que demandait Julian Assange, c'était d'authentifier les documents, de les trier. Donc ça veut dire que Julian Assange devait faire confiance à des journalistes s'il voulait travailler avec eux. Et vous savez quoi ? Après tout un tas de bordel qu'on a du mal à imaginer ici, après énormément de travail, ça marche. Ça marche du feu de Dieu même. Les centaines de milliers de documents sont triés, anonymisés, indexés, authentifiés. L'impact dans la presse est juste inédit. Les unes s'enchaînent et les révélations au compte-gouttes provoquent un tremblement de terre aux États-Unis pour le monde médiatique et pour la démocratie. En fait, tout d'un coup, on est passé de la libre expression des journalistes au droit de savoir du citoyen, ce qui est totalement révolutionnaire. Nous avions tous accès à toutes les informations, indépendamment du bon vouloir d'un rédacteur en chef, de l'oligarchie, de milliardaires ou de la diplomatie impérieuse. Pour une fois, l'Empire était à nu et ça on le doit à Wikileaks. Cette période-là, moi je la trouve... je sais pas si la comparaison est bonne, mais je trouve que ça ressemble un peu à De Villepin quand il dit non à la guerre en Irak à l'ONU. C'est-à-dire que la tendance générale de la France à cette époque, c'était quand même le libéralisme et l'alignement sur les intérêts états-uniens, mais tu as quand même ce moment-là,
de regain de puissance, de force, de fierté, de dignité qui arrive et qui s'impose malgré la tendance générale. Et là, c'est un peu pareil, mais pour les médias. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une dynamique où les milliardaires s'accaparent les médias, que tu as moins en moins de journalisme et tout ça. On le voyait ça il y a 10 ans. Mais tu as quand même ce moment-là précis où tu as les journalistes qui gagnent en force et en dignité et qui acceptent de travailler avec Assange, quitte à totalement aller contre les intérêts des États-Unis et de l'oligarchie en général. Ce qui est hyper intéressant et qui serait le sujet d'une vidéo en soi, c'est le fait que Julian Assange, dans sa stratégie médiatique, a réussi à se servir de ces grandes structures-là pour faire un travail de journalisme incroyable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur des médias rachetés par les milliardaires, tu avais des journalistes qui ont des valeurs de journalistes et qui veulent faire du travail de journalisme. Assange s'est servi de ça pour aller totalement à l'opposé des intérêts des propriétaires des médias. C'est pour ça qu'Assange était très dangereux, parce qu'il arrivait à se servir de ces contradictions-là, et c'est notamment pour ça qu'il a été poursuivi, torturé et enfermé. Ce moment-là de fierté journalistique, il arrive donc dans les années 2010, quand tu as plein de journalistes qui prennent en main les documents de Julian Assange pour en faire des publications incroyables. Tout marche comme sur des roulettes, sauf pour les câbles diplomatiques. Pour rappel, il s'agit de 250 000 documents issus de la diplomatie états-unienne qui remontent jusqu'en 1966 et qui ont été publiés au compte-gouttes par Wikileaks entre le 28 novembre 2010 et le 2 septembre 2011. Il s'agit à l'époque de la plus grosse fuite qui a été mise dans le domaine public, mais aussi de la plus emmerdante pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que ça révélait des secrets diplomatiques qui ne pouvaient pas s'arranger avec des petits communiqués de presse comme ils faisaient d'habitude. Là, des liens ont été sévèrement rompus entre les États-Unis et d'autres pays, et notamment dans le monde arabe. Pour l'aider à trier, anonymiser, indexer ces documents, Julian Assange fait appel à un journaliste anglais d'un média qui s'appelle The Guardian. Assange met à disposition sur le site de Wikileaks toutes les données brutes, mais évidemment ces données sont chiffrées et elles sont accessibles seulement via un lien secret. Assange donne ensuite la clé de chiffrement sur papier aux journalistes et il devait mémoriser de tête un mot à insérer dans la clé pour la compléter, de sorte qu'une personne qui retrouve seulement le bout de papier ne puisse pas le déchiffrer. Suite à ça, les révélations commencent à tomber, le fait que ce soit en compte-gouttes, ça déstabilise tout le monde, c'est incroyable, les États-Unis sont vénères mais à balle, tout se passe bien en apparence. En réalité, il y a des petits soucis qui se trament, qui se complotent, qui vont devenir très vite problématiques. Alors je suis très nul pour les noms qui sont pas français. Là, c'est un nom allemand, je ne saurais pas le dire, donc on va juste mettre Daniel et on va l'afficher. Donc Daniel était jusqu'en septembre 2010 un des 6 admins du serveur de Wikileaks. Il a été renvoyé donc juste avant les premières révélations des câbles diplomatiques. Et durant l'une de ses dernières opérations sur le serveur, il a piqué de nombreuses données à Wikileaks, notamment le système d'anonymisation des sources, mais surtout l'accès aux dossiers chiffrés destinés au Guardian, qui contenait donc tous les câbles diplomatiques bruts chiffrés cachés dans une arborescence de fichiers. Et s'il fait ça, c'est que Daniel n'aime pas du tout Julian Assange, qu'il est très critique envers Wikileaks et qui souhaite lancer son média concurrent qui s'appelle OpenLeaks. Et si t'as jamais entendu parler de ce truc-là, c'est normal parce que c'est un projet avorté qui n'a jamais rien donné, qui n'a jamais fait de grandes révélations. Suite à des disputes, des pics et d'autres histoires dont tout le monde se serait bien passé, les câbles diplomatiques bruts chiffrés se mettent en circulation sur Internet. La question c'est pourquoi et comment, et là-dessus, nos documents qui ont été traduits par les réfractaires divergent. L'article du Spiegel qu'on a traduit et qu'on vous met en description dit grosso merdo que s'il y a eu une fuite, c'est en partie à cause de Wikileaks. Pourquoi? Parce que Wikileaks recevait des attaques informatiques des services états-uniens et pour éviter que le site soit censuré, ils auraient envoyé une copie de l'intégralité de leur site et donc des données de Wikileaks via le protocole décentralisé BitTorrent. De cette façon, une copie du site qui contenait les câbles diplomatiques chiffrés aurait été mise en circulation. Selon cette théorie, des milliers de personnes avaient donc accès aux câbles diplomatiques. Sauf que ces câbles diplomatiques-là, comme je vous l'ai dit, ils sont chiffrés, ils sont cachés dans une arborescence de fichiers qui fait que faut vraiment vouloir pour tomber dessus. Et surtout, c'est un fichier qui s'appelle z.gpg. Voilà. Donc il n'y a aucun signe qui montre que là-dedans il y a des câbles diplomatiques incroyables. Et vu que c'est chiffré, si t'as pas le mot de passe, tu peux absolument rien faire avec. Sauf qu'après quelques investigations réfractaires, on a quelques raisons de douter de cette version des faits.
Déjà parce que Assange lui-même précisera au département d'État états-unien qu'il n'y a que 4 ou 5 copies seulement qui sont en circulation. On est donc très loin des milliers de copies présumées si les câbles avaient été envoyés avec le reste du site via BitTorrent. Et surtout, on a demandé à Victor Dédage, qui à l'époque hébergeait un serveur miroir pour Wikileaks et qui a donc reçu une de ces fameuses copies du site web. Il n'a trouvé aucune trace d'un tel fichier. Ce qui est plus probable, c'est que notre informaticien allemand, quand il a fait sa dernière réparation pour le serveur de Wikileaks, il a récupéré en fait l'accès à ces fichiers et il l'a diffusé à quelques personnes. Mais ne sachant pas vraiment ce qu'il a récupéré et surtout n'ayant pas le mot de passe, c'est pas grave, tu vois. C'est chiant qu'il y a ça en circulation, mais c'est pas grave parce que c'est juste un fichier random, peu de personnes ont accès et personne ne sait que c'est les câbles diplomatiques. Mais ça, c'était sans compter une drôle de coïncidence. David Ley publie en mars 2011 avec Luc Hardin un bouquin nommé Julian Assange et la fâche cachée de Wikileaks, la fin du secret. Et ils ont la bonne idée de mettre en titre de chapitre la clé de chiffrement qu'Assange avait donnée pour les câbles diplomatiques. Ouais, ils ont mis le mot de passe dans le bouquin. Est-ce une erreur? Est-ce un hasard? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que les 2 journalistes anglais qui ont écrit ce bouquin, ils ont largement répandu toutes les théories les plus farfelues pour salir Assange. Tu vois, toute la campagne médiatique qui a suivi ces événements-là, qui consistait à traiter Assange de tous les maux, ces journalistes anglais-là, ils ont été les principaux moteurs de ce truc-là. Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que dans l'affaire Assange, il n'y a pas grand-chose qui est dû au hasard. À partir de ce moment-là, tout va très vite. L'informaticien allemand commence à parler de documents secrets disponibles et il aurait fait fuiter l'information ainsi que le mot de passe à un média allemand qui s'appelle le Der Freitag, quelque chose comme ça, qui laissera lui suffisamment d'indices dans son article le 25 août pour que la curiosité de l'internet et surtout des services secrets puisse faire le lien entre le mot de passe du livre et le mystérieux dossier chiffré de Wikileaks. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, Julian Assange et Wikileaks ont perdu le contrôle des 250 000 documents des câbles diplomatiques, sachant qu'ils n'étaient, encore une fois, pas traités. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas anonymisés du tout. À partir de ce moment-là, Assange décide donc de contacter le département d'État états-unien, qui est l'équivalent pour nous du ministère des Affaires étrangères, pour prévenir de la fuite imminente de documents importants. Un extrait de cet enregistrement était depuis longtemps disponible, mais c'est seulement en fin d'année dernière que le projet Veritas publie l'intégralité de cette conversation que les réfractaires ont traduit et qui vous mettent à disposition sur leur chaîne YouTube. Et si cet enregistrement est important, c'est évidemment que ça prouve le fait que Julian Assange, il coopérait avec les États-Unis. Et il disait réellement ce qu'il savait, ce qui allait se passer. Et ça, c'est quand même plutôt sympa de sa part. Je veux dire, t'as tout un procès, littéralement, t'as un procès qui est organisé parce qu'il aurait mis en danger des gens, or quand même, il a prévenu dès qu'il a su. Les câbles seront publiés le 1er septembre 2011 par le site Cryptome. Dans la foulée, Wikileaks publie l'intégralité de ces câbles diplomatiques pour des raisons de sécurité, histoire que tout le monde ait les mêmes informations. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, le dossier chiffré des câbles est encore accessible sur certains serveurs et tu peux toi-même là, chez toi, le déchiffrer avec le fameux mot de passe donné par le journaliste anglais. Tu vas alors récupérer un gros fichier avec l'intégralité des câbles diplomatiques non traités. Et bien sûr, je te mets les liens en description si tu veux toi aussi le faire. Bref, si on résume, le journaliste anglais qui a partagé le mot de passe qui a servi à déchiffrer les documents, il n'a absolument eu aucune conséquence sur son acte, d'accord? Il a continué à cracher sur Assange, à être très bien payé, machin, aucun souci. L'informaticien allemand qui est très probablement à l'origine de la fuite, lui, rien non plus, pas de conséquences, pas d'extradition, rien du tout. Il a juste été viré du Chaos Computer Club, qui est un truc assez répandu dans le milieu des hackers. Je mets des guillemets parce que... des informaticiens, quoi. Ce qui est chiant, mais ce qui fait pas mort d'homme, quoi. Encore mieux, l'États-Unien qui a partagé tous les documents bruts non anonymisés le 1er septembre là, ce type-là, il est protégé par le premier amendement des États-Unis, vu que c'est un citoyen états-unien, qui dit liberté d'information, de penser, de publier ce qu'on veut. Un type qui est quand même allé au procès de Julian Assange de manière très brève, mais on lui demandait pas plus, mais il a quand même défendu Julian Assange, donc voilà, c'est plutôt cool. Parce que oui, Julian Assange, qui du coup n'a pas publié le mot de passe, n'a pas publié les documents, se retrouve lui en procès d'extradition et il le menace de 175 ans de prison quand même, et il est enfermé depuis 10 ans pour ça. Voilà.
Donc il y a un deux poids deux mesures comme dans l'histoire, je sais pas si tu as remarqué. Cette histoire, elle est donc arrivée au moment où Wikileaks a explosé publiquement et où ils ont commencé sérieusement à emmerder les États-Unis. Déjà parce que les révélations sont chiantes, mais surtout que la méthode de Wikileaks et le fait que ça a si bien marché, bah, ça disait surtout que, ok, ils ont fait un truc sur l'Irak, ils ont fait un truc sur l'Afghanistan, ils ont fait un truc sur les câbles diplomatiques, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? À ce moment-là, personne ne pouvait savoir que ça allait s'arrêter. Et ça s'est arrêté juste parce que Assange a été enfermé, torturé, tout ça. C'est comme ça que ça s'est arrêté, Wikileaks. Mais à un moment où il y a ces révélations-là, on se dit que il y aura peut-être d'autres révélations, d'autres lanceurs d'alerte qui vont se dire « Putain, je peux balancer tout ce que je veux de manière anonyme, et je vais le faire. » Donc ce qui faisait peur aux États-Unis, oui, c'était la fuite de documents qu'il y avait eu, mais c'est surtout les futures fuites de documents qu'ils pouvaient avoir si Wikileaks continuait à prendre de la puissance comme ça. Un danger immense qui s'est pris dans la gueule, évidemment, dans les mêmes proportions, un coup de pression immense des États-Unis, qui a alors tout tenté pour faire en sorte de faire taire Wikileaks, de faire chuter Wikileaks tout simplement. Entre la pression des propriétaires de presse, de la diplomatie états-unienne, de la bourgeoisie organisée, la fuite des câbles diplomatiques et aussi se rajoute à ça évidemment le faux scandale de l'affaire suédoise, tout est alors rassemblé. Malgré les révélations inédites et historiques de Wikileaks, ils seront lâchés par leurs anciens partenaires qui ne prendront plus jamais le risque de travailler avec eux, laissant la voie libre pour la cabale pseudo-juridique contre le journaliste le plus primé du XXIe siècle. Toute cette affaire continue à alimenter la principale accusation qu'on fait à Julian Assange, celle d'avoir mis en danger des personnes. Alors qu'on soit bien d'accord, personne n'a réussi à prouver que les révélations, même non anonymisées, des câbles diplomatiques ont mis réellement en danger quelqu'un. Okay, on n'a pas d'exemple concret là-dessus. Donc c'est déjà un premier point. Deuxième point, la responsabilité de Julian Assange là-dedans, elle est quand même fortement contestable. On a vu, il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu, et donc c'est quand même un peu fort de café de vouloir faire ça. Mais de toute façon, l'affaire Assange n'a aucune réalité légale, parce que, je le rappelle, Julian Assange n'a commis aucun délit dans une juridiction dont il dépend. Voilà. Une fois que tu as compris cette phrase, tu as compris l'affaire Julian Assange. L'affaire Assange n'est pas une affaire juridique, elle est une affaire médiatique, et cette histoire-là avec les câbles diplomatiques, ça a permis à créer ce moment de télévision. Bon, normalement, là, je vous mets la vidéo, mais on n'a pas les droits pour les trucs de France Télévisions. Donc là, c'est Dupond-Moretti, avec toute son honneur, sa conviction, qui défend Julian Assange avant qu'il devienne ministre de la Justice et qui rompt absolument tous ses engagements. Et en face de lui, tu as Patrick Cohen. Et en gros, Patrick Cohen lui dit « Mais oui, mais Julian Assange, vous savez, il a quand même mis en danger des gens. » Enfin bon. Bref, il reste dans le flou, il fait des petites accusations sans véritablement prouver quoi que ce soit parce qu'il ne peut pas le faire. Mais le doute est là. Le doute est là et on se dit « S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il est quand même un peu coupable, donc il mérite peut-être un peu le sort qui lui est arrivé. » C'est des raccourcis, c'est bête, évidemment, c'est Patrick Cohen, mais ça permet de rendre moins scandaleuse la destruction de Wikileaks et d'Assange, et c'est bien là l'objectif. Dans un monde où Wikileaks s'est mis à dos tous les puissants, il suffit à la classe médiatique bourgeoise de susciter suffisamment de désintérêt et de flou pour que personne n'ose creuser cette histoire. C'est bien cette force-là, cette force de l'indifférence, bien plus que la loi, bien plus que tout ce que tu veux, qui a fait que Assange est concrètement privé de liberté depuis maintenant presque 10 ans. Et c'est donc le combat qui nous reste à mener, nous tous, toi qui regardes cette vidéo, ta grand-mère, ton chien, tout le monde, c'est de réhabiliter Julian Assange. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo. C'est pour ça aussi qu'il y a toutes les vidéos avant, et c'est pour ça qu'on en prépare plein d'autres après. C'est qu'il faut vraiment rétablir ce qui s'est passé pour bien se rendre compte de ce qui s'est passé, en fait, tout simplement avec Julian Assange et Wikileaks. Et le fait de le réhabiliter, c'est important parce que on a tous les faits aujourd'hui qui montrent qu'il y a eu des énormes abus dans cette histoire. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à les médiatiser. Qu'on n'a pas assez fait de travail d'éducation populaire et qu'il faut qu'on s'approprie cette histoire pour qu'on propage partout cette histoire. D'où le fait de le rendre accessible par des vidéos, par des traductions, machin. Donc un gros bravo à Monsieur Aldous qui a organisé et qui a coordonné la traduction de ces 1h30, et Dieu sait que c'est compliqué de faire ça quand on est à plusieurs. Il a été aidé par Nina, par Betsy et par Claire pour cette traduction. Bravo aussi à Chaminou qui m'a aidé à écrire cet épisode et qui a participé à la traduction avec Alison d'un article du Spiegel que tu peux aussi retrouver en description. Et évidemment un grand bravo à
à Victor Dédage, voilà, on ne dira jamais assez cette phrase ici sur la chaîne. Un grand bravo à lui qui a évidemment fait un immense travail pour vulgariser l'histoire de Julian Assange, ce qui fait que, on en parle ici d'ailleurs, hein, mais surtout qui a aidé là concrètement pour la vidéo à écrire le script, mais aussi il a fait une dernière relecture de la traduction pour être sûr que tout collait bien. Voilà, donc c'est un peu grâce à lui aussi si vous pouvez avoir la traduction de cet enregistrement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour des prochaines vidéos. Voilà, tout va bien jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des trucs comme ça, à partager un max, comme ça. Et puis voilà, nous on se retrouve donc pour de prochaines vidéos sur l'actualité, des vidéos d'analyse, et évidemment des vidéos sur Wikileaks, parce que c'est important quoi. Du coup, vive Julian Assange et vive Wikileaks. Et on se quitte avec une petite vidéo du Discord Réfractaire qui organise très rapidement un prochain événement. Salut tout le monde. Vendredi prochain, à 20 h, à l'initiative de quelques amis réfractaires, on se fait une causerie sur la résignation. Bon, on se résigne à beaucoup de choses en ce moment. Hein. On se résigne, je sais pas moi, à une nouvelle semaine toute pleine de mesures contre le Covid, on se résigne à voir EDF se faire démanteler, on se résigne à ceci ou à cela dans sa vie privée ou intime. Bon, ça paraît glauque un peu comme ça de passer du temps sur cette notion de résignation, mais ce qu'on va faire ensemble, c'est la prendre comme une notion d'anthropologie politique et en fait comme une modalité de l'obéissance. On va travailler ensemble sur en fait la résignation comme un des cas les plus typiques d'acceptation. On va voir ce qu'il y a là-dedans de soumission à un ordre, d'obéissance en fait, tout simplement. D'acceptabilité en un autre sens. Et puis on l'opposera à une forme peut-être un peu moins commune, mais très discutée en ce moment, de participation à la vie publique qui participerait plutôt du renoncement. Voilà, on va opposer résignation et renoncement, l'un comme une façon d'obéir et l'autre comme une manière de ne pas agir, et en un certain sens de désobéir. Voilà, et j'espère que vous serez là, nombreuses, nombreux, et qu'on s'amusera bien pendant cette petite séance. Salut tes joies!